Francosphère. Dominique Rodrer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Francosphère, plus sphérique que jamais, en recevant aujourd'hui Jérôme Clément, le président de la Fondation Alliance Française, qui assure le rayonnement international de plus de 800 alliances françaises présentes sur les 5 continents. Dans cette émission aussi, Génération Watt sur mesure pour l'ex-président d'Arte, de la 7 et de la 5e. Les jeunes ultramarins nous diront s'ils sont encore accros à la télé. Et puis cet homme de culture qui a touché aussi bien au théâtre, au cinéma qu'à l'architecture sera confronté au street art dans le portrait qu'Anne Bonneau a réalisé de la graffeuse Mystique. Nous ferons aussi un détour par le Niger avec notre correspondant Ali Oumarou qui nous parlera de la contestation en faveur de la liberté d'expression. Francophonie ? Qu'est-ce que ça dit ? Francophone ? Qu'est-ce que ça donne ? Bonjour Jérôme Clément. Bonjour. Avez-vous l'impression que la francophonie a beaucoup changé entre le moment où vous étiez jeune conseiller culturel à l'ambassade de France en Égypte au tout début des années 80 et aujourd'hui ? Oui, je pense que les choses ont évolué. D'abord, on est sorti de l'idée que le français était la langue coloniale en Afrique. C'était quand même en Afrique du Nord. C'est l'image qu'elle avait pour le jeune homme que j'étais. C'était pas forcément très positif parce que naturellement, on était contre la colonisation, pour l'indépendance de l'Algérie, etc. Donc c'était voilà. Et aujourd'hui, c'est devenu l'affaire de pas seulement des Français, mais de beaucoup de personnes qui parlent le français dans le monde, et elle a un peu échappé aux Français. C'est plutôt une bonne chose. Donc elle s'est universalisée. Le concept de francophonie s'est universalisé et je trouve ça très positif. La francophonie, ça passe aussi par la francophilie. Alors, sans aller jusqu'à l'amour, est-ce que cette forme d'attirance pour la culture et la langue française vous semble en recul ou en expansion ? La France conserve toujours une image très forte. Elle reste, pour la plupart des étrangers, le pays des droits de l'homme, le pays de la Révolution et Paris. Voilà. Et une attraction, c'est un pays qui fascine et une ville qui fascine. Donc je ne crois pas que ça ait perdu de son actualité. On l'a vu lorsqu'il y a eu les attentats à Charlie l'année dernière, où d'un seul coup le monde entier s'est mobilisé. Pas seulement parce que c'était en France, parce que c'était la liberté d'expression. Et d'un seul coup, ça a entraîné une vague qui dépassait largement l'attentat. Les attentats, il y en a partout, mais on a vu qu'il y avait une force émotive très grande autour de ce que représente la France dans le monde, c'est-à-dire beaucoup sa langue et sa culture. Dans les alliances françaises, on apprend le français essentiellement. Est-ce qu'on laisse une petite place aussi aux langues régionales dont le gros des troupes, si je puis dire, est assuré par les langues des Outre-mer ? Chaque pays a sa spécificité, chaque territoire a sa spécificité. Et naturellement, il faut s'adapter à des terrains qui sont complètement différents. Donc évidemment, la reconnaissance du français comme une langue importante sur le plan universel signifie aussi la reconnaissance des autres langues pour l'identité de chacun. Et je pense que le concept de diversité culturelle, qui a été sacralisé d'une certaine façon par l'UNESCO en 2005 dans sa décision, je ne sais plus quel est le terme exact, a contribué à ça. Voilà, ça se fait. Les autres langues sont les bienvenues. Si par hasard vous vous demandez encore qui vous parle, qui est Jérôme Clément, voici une façon bien particulière de découvrir sa biographie avec son portrait coupé et décalé par Corinne Alexia Dabo. Qui ne connaît pas Jérôme Clément ? Ah bon ? Vous ne le connaissez pas ? Eh bien, Jérôme Clément n'est pas un va-t-en-guerre. D'ailleurs, il a attendu 10 jours après la capitulation du 8 mai 1945 pour voir le jour, le 18 mai 1945. Et en mai 68, au moment des combats de rue à Paris, ce Parisien est loin du quartier latin. Il séjourne aux États-Unis. En revanche, Jérôme Clément a été de tous les combats culturels, de la musique au cinéma, en passant par le théâtre, la peinture et l'architecture. Fort de ses initiales de président, JC, comme Jacques Chirac, comme Jimmy Carter, Jérôme Clément a tout présidé, de 5 à 7, de la 5e chaîne à la 7. Et à Arte, il a tellement marqué qu'on n'en revient pas de vivre déjà en l'an 6 après JC. Vous êtes aussi et surtout, Jérôme Clément, amusant, c'est bien fait. C'est bien. ce qu'on appelle un grand serviteur de l'État au service de la culture. On peut vous résumer ainsi ? Non,
Je dirais plutôt un grand serviteur de la culture qui a Au parfois service de l'État? au service de l'État parfois, parce qu'en France c'est très important bien sûr, mais pas seulement, au service de mes idées, surtout de mes convictions. Vous êtes aussi le petit frère de la grande philosophe Catherine Clément. Avec votre sœur aînée, vous arrivez à avoir des discussions ordinaires ou bien elles sont toujours d'un haut niveau culturel? On papote comme tous les frères et sœurs, mais on parle souvent quand même de ce qui nous intéresse et de ce qui nous meut. Catherine, c'est l'écriture, moi c'est un peu l'écriture, mais c'est beaucoup l'action, et on est très engagés tous les deux, c'est vrai, dans la vie culturelle, dans la vie intellectuelle du pays, et on échange beaucoup là-dessus, mais enfin pas que. Vous avez beaucoup présidé, hein, comme nous le disait Corinne, d'Arte au Théâtre du Châtelet. Vous continuez à le faire, du Festival du premier film d'Angers à la Fondation de l'Alliance française. Quelle présidence vous ressemblait le plus? Oh bah celle d'Arte, je pense, il n'y a aucun doute. Bah, Arte, c'est 20 ans de ma vie, hein. Non seulement j'ai créé, contribué à créer cette entreprise, cette chaîne, mais je l'ai présidée pendant 20 ans, 22 ans, donc c'est quand même la moitié de ma vie professionnelle. Ça, j'y suis extraordinairement attaché, oui, parce que là, on a fait œuvre nouvelle, que c'était difficile, c'était audacieux, c'était pas gagné d'avance, c'est le mot qu'on puisse dire, et il a fallu tout inventer et tout réaliser. Je ne savais pas si chaque année, je me disais peut-être que je tiendrais encore cette année, et puis finalement, ça a duré très longtemps, donc ça m'a marqué, évidemment. La chaîne Arte est visible partout outre-mer. Vous avez entendu 100 fois, vous avez entendu 1000 fois la réputation qui lui colle à l'écran, hein, finalement. Tout le monde l'adore, mais personne ne la regarde. On était sensible dans cette chaîne, à votre époque, aux résultats d'audience, ou bien c'est d'autres critères qui s'imposaient? D'autres critères s'imposent, et je l'ai toujours dit. J'avais même supprimé l'abonnement à Médiamétrie parce que ça me saoulait d'avoir les résultats tous les jours. Je ne pensais pas que c'était le plus important. D'ailleurs, je ne crois pas que l'influence se résume à des chiffres et à une quantification des résultats. Je suis absolument contre cette façon de voir les choses. On peut avoir beaucoup d'influence en étant minoritaire, parce que ce qui compte, c'est les idées, les convictions, la force de ce qu'on dit, et ensuite elles se diffusent. J'ai souvent assimilé Arte aux grandes revues qu'il y a eu pendant un certain moment, la NRF, etc., 30 000 lecteurs, 20 000 lecteurs, et pourtant c'est ça qui faisait l'influence, l'opinion, et voilà, donc l'audience est important. Moi je disais toujours, ça doit être une ambition mais pas une obsession. Arte, c'est l'heureux acronyme d'association relative à la télévision européenne. En quoi est-ce qu'elle a contribué à renforcer l'identité européenne des téléspectateurs français? Bah, son rôle a été très fort sur le plan franco-allemand. C'est une chaîne à parité française et allemande. Et là, je crois que ça a vraiment joué un rôle dans le rapprochement et dans la compréhension de ce qu'est l'autre. Avoir un autre qui pense différemment à côté de soi en permanence et le montrer, avoir à l'écran, ça a contribué à faire qu'on se connaît mieux. Mais pas seulement, il y a les autres pays, vous avez raison, l'Europe. Et je ne suis pas sûr que ça ait créé une identité européenne, mais ça a permis en tout cas de diffuser des images, des imaginaires, montrer des talents dans le cinéma, dans les documentaires, dans la musique, qui sans Arte n'aurait pas vu le jour, quoi. Ça évite d'être trop enfermé soi-même sur un hexagone qui est forcément rétréci à l'heure de la mondialisation. On reste dans le domaine télévisuel avec Génération Watt, le questionnaire adressé aux ultramarins de 18 à 35 ans sur leur mode de vie et leurs aspirations. Aujourd'hui, Sandrine Weber a fait le tour des Outre-mer pour savoir si de la Polynésie à Saint-Pierre-et-Miquelon, en passant par Mayotte, la Calédonie, la Guyane et la Réunion, il y avait un bonheur possible sans la télévision. Pourrais-tu être heureux sans TV? Oui. Non. Oui. Oui, je regarde jamais la télé. Non, donc, non plus. Ben, j'ai pas de télé chez moi. J'ai remplacé la télé par des livres, donc oui, ben, je peux tout à fait vivre sans télé. Si c'est les chaînes télé, oui. Je Ouais, regarde pas la si c'est télé. la chaîne télé, oui. Après, Par si contre, c'est la télé, l'objet en lui-même. Si c'est non. l'objet en lui-même, non. Il me faut l'objet. Ouais, c'est facultatif, la Ouais, télé la c'est télé, pour ça la PS3 quoi. Ouais. Et bon, s'il n'y a plus de télé, plus d'internet, là, par contre. Ça devient dur. Hein. La télé, c'est devenu un objet de décoration, clairement. Moi, des fois, c'est pour avoir un bruit de fond. Franchement, je suis dans la cuisine, je fais la vaisselle, avoir la télé, ça me rassure des fois. Mais je la regarde pas forcément, quoi. Chez moi, j'ai pas de télé. Mais t'es heureuse? Bah oui, parce que j'ai Internet. Ben, je dirais oui et non. Parce qu'avec la télévision aussi, quand tu n'as pas les moyens de voyager, ben, tu peux voyager à travers l'image. Je trouve qu'on nous sort trop de bêtises à la télé aujourd'hui. Donc voilà, je regarde les infos. Les informations. Voilà, certaines chaînes, mais pas tout le temps. Je pense qu'on peut être très très bien sans télé et c'est peut-être mieux. Tout ce que je regarde, c'est sur le net. Je trouve qu'on n'a plus besoin de télé de nos jours. Quand on a un peu la flemme, ça permet d'éteindre le cerveau et de s'asseoir tranquillement. Donc
pourrait être récent, mais il faudrait trouver un palliatif. Internet est-il en train de tuer la télé, Jérôme Clément, comme il l'a fait pour le CD, moins pour les canaux culturels qui les ont précédés, comme le cinéma et la radio? Oui, je pense pas. Enfin, faut voir qu'est-ce qu'on appelle la télévision. Est-ce que c'est le poste de télévision? Est-ce que c'est une Un chaîne de meuble, on nous a télévision? parlé de meubles. Meuble, oui. Alors ça va peut-être disparaître parce qu'on peut voir maintenant des émissions en replay sur Internet, sur son ordinateur, sur son iPad et parfois même sur son téléphone portable. Donc le mode de consommation varie. Mais malgré tout, et une analyse que j'ai lue récemment dans Le Monde le montre, les jeunes n'ont pas déserté la télévision. Ça reste, je crois, 3h54 encore en moyenne par jour, jeunes y compris. Donc, il ne faut pas croire que ça ait disparu, même si les jeunes le consomment différemment, ça c'est sûr. Alors Internet, de ce qui se passe dans d'autres domaines, les alliances françaises tirent aussi des enseignements pour se dire qu'elles doivent à tout prix se moderniser. Oui. Bien sûr, il faut être attentif à être proche de ceux qui font appel à nous. Donc la numérisation, par exemple, l'enseignement numérique à distance, l'utilisation du numérique pour l'enseignement, et pas seulement pour l'enseignement, pour les activités culturelles aussi, je crois que c'est très important. Alors il faut que toutes les alliances, il y en a 800 dans le monde, hein, se mettent à cette modernisation-là si elles ne veulent pas être dépassées. Elles le font. Alors, il y a 800 alliances dans le monde, mais pourquoi est-ce qu'il y en a autant dans les seuls États-Unis, une centaine, que dans toute l'Afrique, une centaine aussi? C'est des raisons historiques, hein, la plupart du temps. En Afrique francophone, il y avait peu d'alliances françaises parce que c'était des territoires colonisés, dans les départements d'outre-mer aussi. Et donc, on est surtout présent en Afrique de l'Est. Mais je pense que ça va changer. En tout cas, mon intention est bien de développer les alliances françaises en Afrique. Francosphère, Dominique Rodrey. La Francosphère de Jérôme Clément, il préside la Fondation Alliance Française qui aura 10 ans en juillet prochain, tandis que la première Alliance Française à Paris remonte, elle, à 1883, suivie immédiatement de l'île Maurice en 1884, l'Inde et l'Australie en 1889, Montréal en 1902 ou les Antilles en 1917. Mais tout de suite, c'est la direction du Niger que nous allons prendre pour y retrouver avec le CIRTEF notre correspondant Ali Oumarou, qui fait état d'un mouvement de contestation culturelle à Niamey, reflet des soubresauts qui existent depuis la libération du pays dans les années 2010. Il y avait un comédien, un humoriste, qui avait donc fait des sketchs où il faisait état de la dureté de la situation. Et tout de suite, les gouvernants se sont sentis un peu visés et la police a interpellé ce monsieur, cet humoriste-là. Et au moment où il était interpellé, les autres artistes, les chanteurs, les comédiens, ont pris le relais avec les mêmes termes qu'il avait utilisés dans ses sketchs. Et donc, tout le monde s'est mis dans la danse et pratiquement, donc le gouvernement a été obligé, la police a été obligée de relâcher le monsieur et puis lui dire, bon, enfin, on ne te reproche rien, on voulait juste vérifier si tu t'adressais à quelqu'un de particulier. Est-ce qu'on peut parler de censure actuellement à Niamey? Pour ce qui concerne les médias d'État, oui, mais sinon les autres, parce qu'il y a quand même assez d'organes privés, hein. Il y a, je crois, 12 télévisions privées contre deux télévisions de service public, comme ils appellent ça. Et puis les radiodiffusions, ça c'est pratiquement une centaine. Donc on ne peut pas parler de censure si ce n'est effectivement dans les médias d'État. Depuis 2010, ça a vraiment changé. On sent quand même une certaine liberté d'expression. Il y en a qui appellent ça à outrance parce que les journaux qui ont paru ne sont pas animés tous par des professionnels et par conséquent, il y a tellement de dérives dans ces journaux sous la bannière de la liberté d'expression que évidemment on sent que effectivement il y a quelque chose qui ne va pas de ce côté-là. Alors en substance, Ali Oumarou nous dit que la liberté d'expression ne doit pas être le prétexte à laisser diffuser n'importe quoi par des gens qui ne maîtrisent pas les systèmes d'information. C'est une prescription que vous partagez, Jérôme Clément ? Non, moi je suis forcément favorable à la liberté d'expression. Je dirais c'est la tradition française et on s'est assez battu pour avoir la liberté d'expression, pour ne pas la battre, pour ne pas la défendre, quelles que soient les circonstances. Alors évidemment, il y a des circonstances particulières. J'ai bien compris que le Niger a traversé des périodes difficiles et que
notre interlocuteur disait que depuis 2010, les choses s'arrangeaient, ça évoluait mieux, tant mieux. Je crois qu'on ne peut pas imposer la même chose à tout le monde en toutes circonstances. Il faut tenir compte de l'histoire, de la situation politique, économique, etc. Mais enfin, en tout cas, la tendance, c'est la liberté d'expression, et celle-là, il faut la préserver, parce que les artistes sont les sentinelles de la démocratie, et elles sont essentielles pour nous. Le Niger est classé 52e pour la liberté d'expression par RSF, Reporters sans frontières, ce qui est à peine moins bien que la France, d'ailleurs, 45e. Ah mais oui, oui. Pas ce chiffre. Mais oui, c'est loin la France, 45e et donc 52e pour le Niger, 152e pour la RDC, la République démocratique du Congo. Ça complique l'implantation de l'Alliance française quand vraiment ça va mal du côté de la liberté d'expression ? Oui, parce que, c'est-à-dire que les alliances sont souvent des refuges pour ceux qui ont besoin d'espace pour se retrouver pour la liberté d'expression. C'est le cas dans tous les pays dans lesquels sévissent des dictatures. Alors il faut faire attention, parce que sinon elles sont menacées elles aussi. Donc il faut jouer ce rôle sans pour autant être provocateur, ce qui n'est pas toujours facile. Mais les alliances françaises sont synonymes dans beaucoup de pays de liberté d'expression et d'endroits où on peut trouver des espaces différents, que ce soit pour montrer des films, discuter avec des auteurs, etc. Oui. Et alors justement, ce qui se passe à l'intérieur d'une alliance française, vous parliez de films, il y a des films qui ne sont pas toujours, par exemple, en accord avec les mœurs du pays. Dans ce cas-là, il peut y avoir tollé public ? Oui. On ne fait pas de provocation, on sait très bien qu'on ne peut pas passer n'importe quoi n'importe où, il faut tenir compte du contexte et de l'environnement. Donc c'est des compromis, on fait des compromis inévitables pour arriver à défendre nos idées sur la liberté et laisser les créateurs s'exprimer, et en même temps tenir compte de l'environnement dans lequel on se trouve. Et donc il peut y avoir dans certains cas des phénomènes d'autocensure, même s'ils sont limités bien sûr, parce qu'on est là pour faire avancer les choses et pas pour les figer. Le portrait de la semaine par Anne Bonneau est consacré à une artiste de rue, la franco-tunisienne Mystique, en 2 mots, dont les pochoirs sur les murs ont pu aider à cicatriser ses propres blessures d'enfance. Sa mère, son frère et sa grand-mère meurent dans un accident de voiture quand elle a seulement 10 ans, son père d'une crise cardiaque quand elle en a 16. Depuis des décennies, la sexagénaire est devenue une figure du street art parisien. On m'appelle Mystique. C'est depuis 30 ans, depuis que j'ai commencé à me faire connaître dans les rues de Paris d'abord. Voilà, donc tout le monde m'appelle Mystique ou Miss. Je chuchote à l'oreille des murs de Paris. Aux terrasses de la vie, l'éclat de notre furieuse liberté. Je fais pas des choses monumentales. J'aime bien, je travaille à hauteur d'homme, pas sur des grandes avenues. Je travaille plutôt, dans des rues, des ruelles, voire des impasses. J'aime bien que ce soit un peu secret, un peu caché, et que ça se donne de façon inattendue au public. Les gens le voient ou le voient pas, mais c'est là pour tout le monde. Je prends mon inspiration et mes modèles dans les revues féminines et les femmes de la mode. Et donc je trouvais ça intéressant et pertinent de leur faire dire quelque chose, ces femmes qui sont muettes et qui n'ont que, ce qui est déjà énorme, leur beauté à offrir. Ça me plaît de leur faire dire des choses. Ma position, elle est vraiment celle d'une poète, et j'ai pas envie de devenir une critique du quotidien et de ce qui se passe. Un autre qui est très parisien, c'est « Je cherche la vérité et un appartement ». Vous êtes sensible, Jérôme Clément, aux pochoirs, aux graphes, à tout ce qui se tatoue sur les murs de les villes ? Oui, je suis sensible surtout à ce qui se montre dans les rues et à l'art de la rue. J'ai connu cela avec Ernest Pignon-Ernest, qui a fait un travail dans énormément de villes dans le monde, en particulier à Naples, ce qui l'a rendu très célèbre. Et l'idée d'exposer ou de travailler sur la rue et l'exposition des œuvres d'art, la création d'œuvres d'art, quelle qu'elle soit, que ce soit le pochoir ou autre, oui, je trouve que c'est une très bonne idée qui donne des résultats parce qu'elle surprend les passants, elle les interpelle, elle leur donne à voir des choses différentes. La culture, pour vous, ça reste un loisir, ou vos loisirs, vous allez les puiser dans des choses beaucoup plus physiques, par exemple ? Les deux. J'aime bien le sport. Je fais du tennis en général tous les week-ends, mais
pour moi, aller dans un musée, c'est un loisir, c'est une détente formidable. Pour écouter de la musique, c'est un plaisir. Je ne le fais pas du tout par contrainte, mais par obligation, mais parce que ça me fait du bien. Je pense que la culture fait du bien à l'âme, elle fait du bien à l'homme, elle est indispensable à la vie, tout simplement. Parmi vos loisirs, est-ce qu'il y a les rencontres d'anciens élèves de l'ENA? Vous appartenez à la promotion Charles de Gaulle, 70-72, qui comptait aussi un certain Alain Juppé. Oui, mais enfin, non, moi je suis pas très... Vous n'êtes pas rencontre d'anciens élèves? Non, c'est pas tellement mon truc. J'ai fait l'ENA parce que c'était une occasion de réaliser un certain nombre de choses dans ma vie, dont justement dans le domaine culturel, mais c'était pas, c'est pas pour appartenir à une secte ou à une coterie, c'est pas du tout mon genre, ça m'intéresse pas trop. Après, je me suis fait des amis. Il y avait aussi Dominique Perben, ancien ministre des Outre-mer, Jean-Pierre Lacroix, préfet de Guyane. Oui, il y avait un certain nombre de gens qui sont mes amis, mais enfin, c'est pas forcément ceux que vous citez d'ailleurs dans cette promotion, à part Alain Juppé qui est resté un ami, mais Louis Gallois, des gens comme ça sont devenus des amis, mais enfin, mes amis, je les cherche pas dans la promotion. Mikabari na reo, anrobo zai, la me vola na reo, mi jonji zai. Mikabari na reo, manrobo zai, la me vola na reo, mi jonji zai. Mikabari na reo, anrobo zai. La me vola na reo, mi jonji zai. Mi kabari na reo, man rombo zai. La me vola na reo, mi jonji zai. Du Maloya malgache par Lala Njava, un morceau intitulé Kabar César pour nous rappeler que Madagascar est le bastion de l'Alliance française en Afrique avec 29 implantations. Parce que le français Jérôme Clément y est devenu, dans un langage moderne, une zone à défendre? Non, parce qu'elle est très bien défendue, mais parce qu'il y a un besoin d'infrastructures pédagogiques. C'est-à-dire que les alliances françaises constituent un maillage éducatif essentiel à Madagascar. Le pays est très pauvre et les alliances françaises font un travail sur l'apprentissage, sur la culture, sur la langue qui était extrêmement utile. Le système éducatif est malheureusement pas en très bon état et les écoles pour Madagascar ont besoin qu'on les soutienne. Et donc, il y a un réseau très important. Vous avez dit 29, en fait, c'est 30, parce qu'on en a créé une encore récemment. Mais en fait, vous voyez, c'est très important pour un pays comme ça. En quoi la proximité de l'île de la Réunion peut contribuer à rendre la francophonie plus vivante à Madagascar? Ce sont deux territoires un peu différents. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de liens entre les deux. Dans la proximité géographique, c'est vraiment deux mondes qui ne sont pas si proches que ça. Donc je ne crois pas, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais je ne pense pas que ça joue énormément. C'est aussi à Madagascar que vient de se tenir le 16e sommet de la francophonie. Vous en avez senti beaucoup de retombées? Pas vraiment. En fait, il faut être objectif. Nous, on y était très présents parce que l'Alliance française, à cause de ce réseau dont on vient de parler, mais au niveau de la réunion de l'OIF, le sommet, je crois, ne restera pas dans les annales de l'histoire des sommets de l'Organisation internationale de la francophonie. On termine avec notre invité de la semaine dernière, François Durper, interrogé comme vous sur la francophonie. Voilà ce qu'il en disait. Je suis très attaché à la francophonie et je trouve que c'est un vaste gâchis. On voit la diminution notamment des budgets concernant les alliances françaises. C'est quelque chose qui est extrêmement préoccupant avec, je pense, des pertes d'influence francophone, notamment en Afrique. Or, on le sait, d'ici 2050, si le français est aussi parlé et sera aussi parlé dans l'avenir, ça sera grâce au continent africain. Et c'est pour moi l'un des enjeux fondamentaux du XXIe siècle. Vous avez trouvé Jérôme Clément en François Durper un avocat budgétaire. Il a raison de s'inquiéter? Oui, il faut qu'il continue. Oui, bien sûr, il a raison, parce que les problèmes d'argent sont essentiels et on a besoin de s'équiper, on a besoin de professeurs. Il y a énormément de pays dans lesquels on me réclame des professeurs de français, des matériels, voilà, on a besoin de se développer. Il y a beaucoup d'autofinancement, puisque les cours
permettre l'autofinancement des alliances françaises, mais ce n'est pas suffisant. Il faut des entreprises, il faut des crédits budgétaires. Ça, il y en a. On sait très bien qu'en ce moment, ce n'est pas possible. Et quel est le mode de financement de l'Alliance française précisément ? 90% autofinancement. C'est-à-dire que chaque alliance française est autonome, elle a son propre budget sur lequel elle veille ? Toutes les alliances sont autonomes, elles sont entièrement dépendantes de comités locaux d'ailleurs, de conseils d'administration, de personnalités du pays dans lequel elles se trouvent. Il y a un directeur qui est souvent français, mais pas toujours, mais elles sont entièrement autonomes. Vous ne bénéficiez d'aucune aide publique ? Si, bien sûr, le ministère des Affaires étrangères aide et soutient, nomme des directeurs, donne des subventions, etc. Mais c'est pas suffisant pour nous développer comme on le voudrait, ça c'est sûr. Que font les autres pays européens pour le rayonnement de leur langue et de leur culture par rapport à vous ? L'Espagne a les instituts Cervantes. L'espagnol est une grande langue parlée dans toutes les Amériques, d'ailleurs, on peut dire les deux, du Nord et du Sud. L'allemand a des instituts Goethe. Et donc, on a développé dans un certain nombre de pays. L'allemand est moins parlé que le français. Et puis, les Italiens ont aussi des instituts. Bon, peut-être un peu moins d'ampleur que le dispositif français. Le dispositif français est le plus important. Et certainement celui qui, avec les alliances françaises, les centres culturels, les instituts français, les lycées français, a le rayonnement le plus grand. Toujours, malgré les difficultés budgétaires, ça reste le premier en importance, ça c'est sûr. Et c'est d'ailleurs un pays hispanophone qui a le plus grand nombre d'élèves dans une alliance française, c'est à La Havane, avec plus de 10 000 apprenants, comme vous dites. Ça s'explique comment, ça, Jérôme Clément ? Ce sont des raisons historiques, parce que quand il y a eu l'affaire de la baie des cochons, Fidel Castro a décidé de faire partir tous les étrangers, sauf les Français. Et c'est une demande de Che Guevara, qui avait appris le français en Argentine, à Rosario, et qui a dit on les vire tous sauf l'Alliance française. Donc on est resté. Et le fait qu'on reste a fait que le français s'est beaucoup développé. Et le centre culturel, vous parliez tout à l'heure de lieu de refuge de liberté, c'est vrai que c'est des espaces dans lesquels on trouve un autre vent de liberté. Et l'apprentissage de la langue a connu de ce fait un grand développement à La Havane et à Cuba. Merci beaucoup Jérôme Clément, merci également à Corinne, Alexia Dabo, Anne Bonneau, Sandrine Weber et Nicolas Palcossian. Merci à vous.